Bonjour. Bonjour à tous, je suis très contente de vous recevoir pour cette table ronde donc sur les albums jeunesse. Alors quand on nous a demandé à Sarah Schkeyer, excuse-moi Sarah pour la prononciation de ton nom, donc c'est la responsable du Salon du Livre de Schiltgen et moi-même Salon du Livre de Troyes, il nous fallait trouver 2 auteurs-illustrateurs et un éditeur à présenter. Et ça a été compliqué parce qu'on a énormément de grands talents dans notre région. On en a d'ailleurs de plus en plus. Encore ce matin, un vient de m'annoncer qu'il s'installait à Troyes. Je ne peux pas encore vous dire le nom, mais voilà. Vous ne cessez d'affluer chez nous et on en est très contents. Mais je pense que vous allez être vraiment satisfaits de notre sélection du jour. Je vais donc vous présenter en premier Émilie Vast, illustratrice, auteure, plasticienne. Elle joue avec les lignes pures, la couleur en aplat et le contraste. Elle met en scène plantes et animaux comme autant de personnages venant raconter leurs histoires dans des illustrations stylisées, douces et poétiques. Émilie Vast vit et travaille à Reims. Bonjour Émilie. Bonjour à tous. Ensuite, Camille Tisserand, illustratrice, auteure, plasticienne. Elle joue avec les lignes pures, la couleur en aplat et le contraste. Elle met en scène plantes et animaux comme autant de personnages. Mince, je refais la même. Oh là là, vous voyez. J'allais t'arrêter. C'est un peu pareil. Faut y aller. Hein. Vous n'êtes pas sympa. Moi, vous m'avez laissé dans mon avec une formation en didactique visuelle aux arts décoratifs de Strasbourg. Elle s'intéresse à l'illustration jeunesse et aux images qui aident à comprendre. Depuis sa sortie de l'école en 2012, elle s'est installée au pays des Cigognes, je peux même dire Schiltigem, je crois, où elle fabrique... Strasbourg tout court. Ok. Où elle fabrique tranquillement des images en tout genre. Mais ce qu'elle adore par-dessus tout, c'est dessiner les animaux, les plus communs aux plus étranges. Bonjour. Salut. Et enfin, Olivier Filippono de Troiseul. Alors, multicasquette, il est éditeur, illustrateur, auteur de bande dessinée. Il grave sur bois la plupart de ses créations qui associent simplicité des lignes et épure des couleurs. Il est invité ce jour en tant que co-créateur de la maison d'édition Troiseul, qui est né en 2016 et s'est installé à Reims en 2018. Spécialisé en illustration, graphisme et fabrication, le livre est pour eux un lieu d'expérimentation pensé comme un tout. Bonjour Olivier. Mais bonjour. Bonjour tout le monde. Revenons à Émilie. Alors, beaucoup de sorties, une grosse actualité. Est-ce que tu peux nous en dire plus et nous faire découvrir un petit peu tout ça en avant-première ? Alors oui, effectivement, on va dire que le confinement a été plutôt productif pour moi. Et ça m'a pas inspiré, mais disons que j'ai pu me poser un peu par forcer. Et du coup, ça m'a permis de me lancer sur 3 projets avec mes mots, et dont un qui est déjà sorti, et un autre projet avec une autre maison d'édition qui s'appelle Access. Donc là, Access, ça va sortir en mai. Ça va s'appeler 4 amis. Et donc, c'est la proposition qui m'a été faite, c'est de faire une reprise d'un conte. C'est toute une collection qui sort dans cet esprit. Et moi, j'ai choisi de refaire les musiciens de Brême. Donc, on peut voir quelques images. Donc, voilà. J'aime ce conte, en fait, simplement pour une image en particulier. C'est la fameuse scène où ils sont les uns sur les autres. J'ai tout réécrit en simplifiant. Nos 4 compagnons sont les mêmes que dans l'histoire originale. Par contre, ils ne font que chanter. Ils ne sont pas spécialement musiciens. Ils chantent à leur façon d'animal. Et ils partent en voyage. Ils se rencontrent. Et puis, ils vont découvrir une maison dans laquelle ils vont découvrir non pas des bandits, mais plutôt des ratons voleurs. Et puis voilà, l'histoire après reste singulièrement la même. Et finalement, ce voyage s'arrêtera dans cette fameuse cabane, où finalement c'est l'amitié qu'ils découvrent et pas le succès. Voilà pour cette histoire. Donc en mai chez Access. En mai chez Access, maison d'édition régionale aussi. Tout à fait. Qui vient de se spécialiser, enfin qui vient de s'ouvrir à l'album, si j'ai bien compris, qui était plus spécialisé éducation.
Voilà, si j'ai bien compris moi aussi, ça fait quand même pas mal d'années. Ils sont plutôt à proposer des livres pédagogiques. Enfin, c'est les livres de classe vraiment. Et effectivement, depuis quelques années quand même, ils se mettent à faire des albums, mais des albums qui sont généralement aussi accompagnés d'une mallette pédagogique. Du coup, c'est un peu un tout en un pour les enseignants qui peuvent présenter à la fois le livre à leurs élèves et aussi avoir dans cette mallette des jeux, des renvois à d'autres albums, à d'autres thématiques. Enfin, c'est super intéressant. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que j'ai voulu le faire. Je trouvais que c'était une super démarche, hyper intéressante. C'est pas commun. Très bien. Et après, donc, chez Mémo, là où j'ai fait mes armes et où je continue essentiellement d'être éditée. J'ai fait, donc pendant le confinement, j'ai écrit un livre qui s'appelle La Maison de l'ours et qui est sorti, lui, au mois d'octobre. Voilà. Et puis, dans les projets à venir, j'ai travaillé sur 2 documentaires. Alors, c'est un peu particulier comme façon de documenter, c'est que je suis toujours dans l'hyperesthétisme, mais là j'ai fait un sujet qui s'appelle Eau salée, qui va parler de l'estran. Donc voilà, c'est celui d'après. Eau salée, qui va parler donc de l'estran, et c'est un livre qui se passe juste le temps d'une marée. On démarre à marée basse, l'eau va monter au fur et à mesure, et on a des grandes planches pleines pages qui présente en fait ce qui se passe au fond de l'eau. Et puis après, on a une double page qui suit, qui va présenter les différents animaux qui ont été évoqués dans la page. Voilà. Et puis donc, il y a ce livre en même temps, enfin, en fait, là, avec toutes les histoires de confinement, ça, ils vont se décaler d'un mois, mais donc celui-là sort là au mois de mars. Et il y a Eau douce, donc son pendant, qui va sortir au mois d'avril. Et Eau douce, c'est le même format de livre, mais qui va lui s'ouvrir dans l'autre sens. Et on va être sur une année avec les métamorphoses de la nature. Donc on va avoir à la fois la métamorphose de l'œuf, de l'oiseau, différents animaux, la libellule, le papillon, la grenouille, enfin voilà. Et ça va traiter d'une année entière. Et c'est le même principe, une grande planche avec tous les animaux et après le texte qui va les détailler. Que de travail de documentation. Bah là, je suis vraiment encore en train de travailler. Enfin, Eau salée est terminé, les 4 amis, c'est quasiment fini aussi. Mais je travaille encore sur Eau douce. Là, ce que je vous montre, c'est pas définitif, les textes sont pas terminés, mais c'est en cours. Eh ben, merci pour ce joli cadeau de nous montrer tout ça. On retrouve en tous les cas ton beau trait et ton univers. On va faire un petit tour du côté de Camille. Tu nous parles de tes nouveautés, toi aussi, et tu en as plusieurs. Du coup, je voulais vous présenter les 3 prochaines, tout simplement dans l'ordre chronologique, comme ça, de la parution. Et du coup, pour commencer, alors j'ai un documentaire qui va sortir exactement demain, donc ça tombe bien, qui s'appelle Les cerveaux sous l'eau, l'intelligence des animaux marins. Et donc c'est un documentaire écrit par Emmanuel Grunman. Et c'est vraiment pour les un peu plus grands parce qu'il y a pas mal de textes dedans. Mais c'est vraiment rempli de plein d'anecdotes sur les animaux du fond marin. Et c'est quelque chose que j'aime particulièrement, surtout ceux qui ont des vies un peu étranges tout au fond de l'eau. Donc voilà, on pourra retrouver vraiment même donc ceux-là que j'affectionne tout particulièrement, tous ceux qui s'allument la nuit dans les abysses. Mais aussi, c'était... Oui, toutes les choses un peu plus étranges encore. Un peu de plancton, ou de choses comme ça. Et là, dans les images que vous voyez défiler, c'était les oiseaux marins et la mangrove. Parce que bien sûr, comme ça parle de la mer, il y a tout le dernier chapitre qui est très intéressant sur les dangers auxquels est confronté cet écosystème. Donc les mangroves qui disparaissent, les récifs de corail aussi, mais voilà. Donc, plein d'informations. Alors, je pense à tous mes amis bibliothécaires, organisateurs de salons qui travaillent sur Partir en livre, dont le thème est mer et merveille. Voilà encore plusieurs albums à mettre dans votre biblio pour cet été. Je te laisse continuer, présenter tes autres nouveautés. Alors, celui d'après, il va sortir le 4 mars. Il s'appelle Ours, ours, ours. Là, je vais le faire briller parce qu'il brille. Si j'arrive. Et donc, alors celui-là, je vais y passer un peu plus de temps parce qu'il est quand même un peu spécial pour plusieurs raisons.
Déjà, moi je suis illustratrice et ça c'est le tout premier que j'ai aussi écrit. Donc pour ça je remercie les éditions du Père Fouettard qui ont publié ce livre et qui m'ont un peu aussi demandé si j'avais une histoire à raconter. Donc c'est un peu la naissance du livre. Et l'autre petite particularité, c'est que ça fait un moment qu'il est tout prêt pour que vous le lisiez, parce que ça fait 1 an qu'il est imprimé et prêt. Mais voilà, avec l'année qu'on a eue, il a été repoussé. Et donc là, enfin, il sortira le 4 mars. Et donc ça va être chouette. Et alors après, qu'est-ce que ça raconte ? Alors, c'est une histoire d'illustrateur à la base. Hein. Donc moi, je suis partie d'un constat, en fait, qui est que je dessine souvent des documentaires dans l'imagerie assez classique d'aplats de couleurs sans contour et sans ombre, et beaucoup d'animaux. Et je suis toujours confrontée à ce dilemme qui est que les animaux sont particulièrement bien adaptés à leur environnement et donc sont de la même couleur que le fond en général. Donc c'est assez... À chaque fois qu'il faut dessiner quelque chose, par exemple un ours blanc sur fond blanc, c'est toujours le problème de se dire est-ce que c'est la neige qu'on fait un peu plus bleue ou l'ours un peu plus beige, etc. Et du coup, là, j'ai décidé de commencer cette histoire en me demandant comment ça fait si on fait un livre qui commence directement par un ours blanc vraiment sur fond blanc. Donc, c'était un peu le point de départ. À ça, s'est ajouté tout un tas d'autres idées. Et ça s'est conclu, en fait, le jour où une amie autrice que je remercie encore, qui s'appelle Judith Bouilloc, m'a raconter en fait une anecdote biologique qui se passe aujourd'hui, qui est qu'en fait les ours polaires et les ours et les grizzlies se rencontrent à cause du réchauffement climatique, tout simplement. Les grizzlies remontent, les ours polaires descendent, et il se trouve que c'est la même espèce, donc ils peuvent avoir des petits ensemble. Et donc tout ça a fait que dans mon histoire, on a un ours blanc, donc on ne voit pas, mais on a aussi un ours brun qu'on pourra voir à ce moment-là. Et donc tout le jeu du livre est un jeu d'apparition-disparition entre l'ours blanc sur fond blanc et l'ours brun sur fond noir, des fois, de temps en temps, comme on peut voir sur l'image qui a été projetée. Et d'où le fait qu'on a ce petit jeu d'apparition et de disparition sur la couverture. Voilà, après je vous raconte pas toute l'histoire, mais ça finit bien. Et oui, et puis aussi ce que ça raconte, c'est vrai, c'est que c'est la première histoire que je raconte. Et donc mon pauvre narrateur, qui est sans doute un peu moi aussi, se fait pas mal chambouler dans cette histoire, parce qu'il n'a pas vraiment son mot à dire. Parce qu'on a 2 ours qui ont du caractère, on va dire. Qui prennent possession de ton histoire, voilà. Ouais, un peu. Et du coup, pour finir, alors, comme Émilie, j'ai un livre chez Accès Éditions aussi, qui sortira en même temps, du coup, en mai, début mai, qui est aussi une reprise d'un conte, parce qu'ils ont fait toute une série sur les contes. Et donc là, le conte s'appelle La grenouille à grande bouche, conte que j'aime particulièrement, parce que, donc, si vous le connaissez, c'est cette grenouille insupportable qui demande à tout le monde qu'est-ce qu'ils ont mangé, en disant des gros quoi, et toi. Voilà, donc moi, ça me faisait beaucoup rire. Et là, ils sont repartis vraiment de l'origine du conte, qui est un conte africain. Donc, on est parti sur les animaux d'Afrique. Et donc, dans des aplats très colorés, si on peut voir l'image d'après. Je ne sais pas si elle va passer. Mais... Voilà, donc là, je me suis bien amusée à reprendre un peu les motifs, inspirés des motifs sur les tissus africains, tout simplement, sur le fameux wax. Et dans des choses très, très colorées. Et c'est plein d'humour. Donc, moi, c'est quand même ce que j'aime particulièrement dans les livres. Donc voilà, ça sortira en mai, j'ai bien hâte. Merci pour cette belle présentation. Je vais passer à toi, Philippe. Alors là, tu vas nous parler Olivier. Olivier, je t'ai dit Philippe. Olivier Philippono, mais c'est pas grave, on fait souvent la confusion. Mais moi, je n'ai aucune excuse, Olivier. Donc, tu vas nous parler de ta maison d'édition. Oui. Trois œils, plus particulièrement, je crois, de votre dernière collection, Philonimo, et peut-être aussi des estampes et des expositions, parce que ça fait partie vraiment de l'ADN de votre maison d'édition. Oui, tout à fait. Oui, c'est Trois œils, c'est un petit peu particulier. Mais du coup, oui, je vais présenter la collection Philonimo, mais avant ça, je vais juste expliquer un tout petit peu, assez rapidement, Trois œils, d'où on vient, tout ça. Donc à l'origine, c'était un studio de graphisme qu'on a créé en 2015
on était 3 graphistes illustrateurs, Raphaël Anjari, Sylvain Lamy et moi-même. Et donc, au départ, on avait plus des projets de graphistes. Donc, on a notamment fait la campagne pour Paris Librairie, le site des libraires parisiens, pour la réservation des livres. On m'entend pas bien? Si, on t'entend bien, vas-y. Tout va bien. Bon. Après, je disais du coup, après, on a fait aussi les logos, la charte graphique de la Biennale des illustrateurs de Moulins. Et aussi, souvent, on a travaillé autour du livre pour d'autres éditeurs. Par exemple, on a fait des chartes graphiques pour les éditions Amsterdam, ou aussi pour des fois on nous a aussi contacté pour la fabrication de certains livres, comme par exemple ça c'est l'album Popcorn de Sarah Chevaux aux éditions des Grandes Personnes, où là on a supervisé la fabrication du livre qui avait une fabrication complexe. À côté de ça aussi, nous c'est qu'on est très sensible à tout ce qui est estampe, impression artisanale, et donc on fait souvent de la sérigraphie. Par exemple, ça c'est un festival qu'on a co-organisé, un festival de bande dessinée à Paris avec les éditions Uchikuchi. Donc on a fait les affiches en sérigraphie. Donc c'est des choses auxquelles on est sensible. On a aussi fait des affiches plus artistiques comme ces affiches typographiques. Et à côté de ça, en parallèle de cette activité de graphiste, on avait aussi on a aussi une activité d'illustrateur en fait. Là, par exemple, on a fait plusieurs albums avec Raphaël en duo pour les éditions Mémo, comme 1, 2, 3 Banquise. Et aussi de la bande dessinée au sein du collectif Ziuchikuchi, qui est une maison d'édition. Là aussi, c'est un collectif d'auteurs qui a créé leur propre maison d'édition. Et donc, on était très impliqués dedans, autant en tant qu'auteur, graphiste, mais également au sein du comité éditorial. Et donc, ça permettait en fait de pouvoir faire des objets un petit peu atypiques comme Pyramide, qui est une bande dessinée dont on est le héros, qui a la forme d'un jeu, mais qui est en librairie, par exemple. Donc ça, c'est des objets qu'on aurait du mal à faire avec des éditeurs plus classiques. Et donc, tout ça, à la fois de par notre activité de graphiste spécialisé dans le livre et notre activité d'illustrateur pour la jeunesse et la bande dessinée, on a eu envie aussi à Trois Oeils d'éditer nos propres livres pour vraiment pouvoir les faire de bout en bout. Et du coup, l'idée de créer une maison d'édition a petit à petit germé. Et puis, on a eu la chance que la bibliothèque départementale des Alpes de Haute-Provence nous contacte pour créer un livre de naissance. Donc, notre premier livre, c'est Il et lui. Donc, c'est un livre qui a été écrit par l'autrice Alice Briaraquet, qui est une autrice avec qui on travaille depuis pas mal d'années. On a fait beaucoup d'albums avec elle. Et du coup, le principe qu'elle a utilisé pour Il et lui, c'est qu'en fait, la maman vit dans un univers tout rouge et le père, lui, dans un univers tout jaune. Et la rencontre des deux ne va pas être le mélange des deux couleurs, mais va amener une troisième couleur qui va être du bleu. Et du coup, lui qui est bleu, l'enfant, va venir perturber un petit peu ce monde. Et donc, on joue sur les mélanges de couleurs. Voilà, je passe assez vite pour que je puisse tout vous montrer. Et en même temps, du coup, Sylvain Lamy, du coup, le troisième graphiste illustrateur de Trois Oeils, a lui aussi illustré une autre histoire qui s'appelle Tangram, où là aussi, on a demandé à Alice Briaraquet d'écrire un texte sur le thème de ce jeu chinois avec les formes géométriques. Et du coup, elle a écrit tout un texte et on peut voir que avec ces simples formes, on peut raconter toute une histoire. Et Sylvain a eu l'idée du coup de jouer avec des tampons reprenant les formes du tangram. Donc là aussi, je passe assez vite pour que vous ayez une idée du livre. Et donc ça, c'est les deux premiers livres qu'on a sortis en 2017. À côté de ça, c'est vrai qu'à Trois Oeils, on aime beaucoup, comme disait Amélie, on aime beaucoup faire des expositions pour accompagner nos livres, mais aussi pour faire découvrir d'une part la technique. Là, on voit l'exposition Il et lui qui avait lieu au festival de Colomiers, où on a eu la chance d'être sélectionné dans les pépites. Et on accompagne à la fois du coup des originaux, mais également des objets à manipuler, comme un tangram géant que peuvent manipuler les visiteurs. Ou là, un théâtre animé créé pour Marilyn Maouet qui fait l'entreprise Histoire en l'air. Et aussi, on travaille beaucoup pour nos expositions avec le Centre de création pour l'enfance de Tinqueux qui a une collection de jeux d'artistes. Et donc là, c'est un jeu en bois qui a été créé pour accompagner le livre Tangram. Voilà, puis
En même temps, en 2017, on a commencé à collaborer avec une compagnie de théâtre qui s'appelle Alice, ALIS, qui joue avec des jeux typographiques en fait dans ces spectacles depuis une dizaine d'années. Et on a collaboré sur des livres. Donc ça, c'est un petit peu le côté micro-édition à trois œils. En fait, ça, c'est des livres qui sont imprimés en sérigraphie en toute petite série, coédités avec l'atelier OASP de Troyes. Et le Centre de création pour l'enfance de Tinqueux. Et donc là, il y a 6 transformations. On voit le texte se transforme, une partie du texte coupée en 2 est identique, et on a fait le même système avec l'illustration en même temps. Et donc ça, c'est des petits livres entièrement faits à la main, imprimés en sérigraphie, là juste à 300 exemplaires qui ont été très très vite épuisés. On les vendait en salon. Uniquement, cela n'était pas diffusé en librairie. Du coup, vu la fabrication complexe, nous, on ne pouvait pas l'éditer à trois œils, mais du coup, il a intégré la collection Trapèze d'Alma Michel, qui en a édité sous une forme un petit peu différente. Nous, de notre côté, à trois œils, on a fait une autre version, un autre dans la série qui s'appelle Légumeaux, où là, c'est un peu le même principe, sauf que c'est des légumes qui vont se transformer à chaque fois en moyen de transport. Donc ça, voilà, on aime bien aussi pouvoir expérimenter des choses comme ça à trois œils, c'est un petit peu aussi l'idée du collectif. Et là, toujours avec une grosse exposition autour d'Amimo, où là, on a inventé aussi plein d'autres modules. Là, c'est des modules qui ont été créés l'année dernière, ça pour l'exposition au Havre lors de l'événement Une saison graphique. Où là aussi, on va encore manipuler cette typographie qui permet d'avoir beaucoup de raccords différents. Donc là, on voit d'ailleurs une photo de l'exposition. Et donc, maintenant, je vais vous parler de la collection Philonimo. Nous, du coup, on s'est installé à Reims en 2018, et du coup, fin 2018. Et là, on a commencé, du coup, à vraiment se concentrer sur la maison d'édition. Donc, la partie atelier graphiste, finalement, on l'a mis de côté. Maintenant, on n'est vraiment plus que éditeur et illustrateur. Et donc, on s'est consacré du coup à cette collection de 6 premiers titres. Donc, l'idée, elle vient à nouveau de l'autrice Alice Brière-Raquet. Elle s'est aperçue, voilà, en regardant les textes des grands philosophes, que la plupart, pour illustrer leurs propos, avaient utilisé des métaphores animalières, en fait. Donc, du coup, elle les a réinterprétées pour en faire des textes d'albums jeunesse. Donc, elle nous a proposé 6 petits textes. Et nous, suite à ça, on a réfléchi à comment on allait pouvoir en faire une collection, comment pouvoir trouver un graphisme aussi qui fasse en sorte que ça puisse faire des albums pour tout petit. Parce que c'était ça l'idée. Donc là, on voit nos premiers croquis de recherche, parce c'est vrai qu'on reste très manuel, même pour la mise en page. Donc là, nos premières recherches de maquettes pour les couvertures de la collection. Ensuite, on a fait plusieurs chemins de fer. Là, c'est les premiers croquis là, de découpage des livres. Et on s'est très vite aperçu que finalement, l'idée, ce serait de faire appel à un illustrateur différent pour chacun des albums. Donc, pour ma part, j'ai illustré le tout premier, le porc-épic de Schopenhauer. Donc, là, il se présente comme ça. Donc là, voilà, c'est des albums qui sont, si on voit en vidéo, pas plus grands que ça. Donc celui-ci, en fait, dans le porc-épic de Schopenhauer, donc ça raconte l'histoire de ces petits porcs-épics qui sont en hiver, qui ont froid, donc ils vont se serrer les uns les autres. Mais les porcs-épics, malheureusement, ça se pique quand ils sont trop près. Et donc il va y avoir une histoire de trouver une juste distance. Et du coup, Schopenhauer pose la question si ce serait pas la politesse, le rapport entre les uns et les autres, et notamment il met en parallèle le rapport entre les hommes. Et donc moi, en tant qu'illustrateur, le principe a été de trouver une similitude entre justement ces porcs-épics et ces hommes pour montrer vraiment pour souligner ce parallèle entre eux. Donc voilà pour le premier titre de notre collection Philonimo. Donc celui-ci est sorti, il est sorti en septembre, et donc il a été fait en gravure sur bois, parce que donc comme disait Amélie, Oui. Ah, on a perdu Olivier apparemment, excusez-nous, petit problème technique, mais
Aïe, C'est bon? j'ai l'impression qu'on t'a récupéré. Tu peux reprendre. Ah, pardon, excusez-moi. Donc je reprends au tout début là sur la technique. Oui, je disais donc pour cet album, j'ai utilisé pour la première fois la technique de la gravure japonaise qu'on a appris lors de notre résidence à la Villa Kujoyama. Et donc le principe, c'est qu'on va creuser des planches en bois un petit peu plus profond. C'est des planches plus épaisses sur lesquelles on va appliquer l'encre en fait avec des petites brosses comme ça. Et au lieu de passer du coup la feuille et la planche dans une presse, on va en fait mettre la pression avec un barrène en fait. Et c'est comme ça qu'on a l'empreinte sur le papier qui donne cet aspect très très particulier. Et ensuite, je vais présenter du coup le deuxième Philonimo, donc le corbeau d'Épictète, qui lui a été illustré donc par une autre illustratrice qui s'appelle Cécile, qui a notamment fait Madame Eiffel, Paul avec Alice Brière-Raquet. Donc elle a l'habitude de travailler sur les textes d'Alice. Et elle, pour sa part, c'est donc là le texte donc du corbeau d'Épictète. Ça parle pas mal de la superstition qu'on peut avoir par rapport à ce cri de corbeau. Et donc, il fallait aussi avoir des illustrations assez abstraites par moment, tout ça. Et ça en est très bien sorti. Et en plus, pour elle, c'était son premier album qu'elle a illustré en gravure pointe sèche. Voilà, je passe comme ça assez vite pour que tout le monde ait le temps de bien voir. Et donc là, on peut voir, voilà, j'ai mis quelques photos de la technique. Donc là, c'est différent, on ne travaille pas avec des gouges, on travaille avec une pointe très, très fine et elle va creuser. Et là, l'encre va rentrer dans les creux, le contraire de nous, où ça ne rentre pas dans les creux en gravure sur bois. Et maintenant, je vais vous présenter donc les 4 autres livres. Nous, les 2 que j'ai présentés, donc, ils sont sortis en septembre. Et les 2 prochains vont sortir au mois de mai, pour le printemps. Donc, il y aura d'abord le Papillon de Chanceux, qui sera illustré donc, par Raphaël Anjari, de Troiseuil. Donc le papillon, de Chanceux, on a un homme qui rêve qu'il est un papillon et du coup c'est cette idée de quelle est la frontière entre la réalité et le rêve en fait qui est exprimée dans ce livre. Et donc là on voit que Raphaël elle utilise aussi la même technique donc de gravure sur bois japonaise, mais là en complexifiant la chose, en superposant plusieurs fois les différentes couches. Voilà. Le 4e, ce sera Le Lézard des guerres, qui du coup est illustré par Sophie Vissière. Sophie Vissière, du coup, elle a illustré notamment le potager d'Alena aux éditions Helium et tout récemment La Belle équipée, qui est sorti cette année. Et donc pour l'histoire du lézard, en fait, dans ce livre, c'est qu'il y a 3 éléments. Il y a la pierre, un animal, le lézard, et un homme qui lui aussi s'appelle Pierre. Et du coup, c'est le rapport entre de la conscience de chacun de ces éléments. Et donc, justement, on voit comment Sophie a illustré le texte de manière très très simple, mais qui représente très très bien ces différentes questions philosophiques. Le 5e et le 6e, eux, arriveront à la rentrée, fin août, on les sort fin août. Et il y aura du coup Le Chien de Diogène, qui là est illustré par Kasuko Mad, qui est une illustratrice japonaise qui vit à Sapporo. On l'a rencontrée durant notre résidence au Japon. Ce qui nous a beaucoup plu dans son travail, c'est qu'elle fait beaucoup de micro-éditions, donc des fanzines en riso, comme ça. On l'avait rencontrée à la Niji Gallery à Tokyo. Et donc elle a un travail très spontané qui correspondait bien à tout l'esprit de liberté qu'il fallait exprimer dans Le Chien de Diogène, avec ce chien qui va déambuler dans la nature. Donc voilà, quelques images du livre en avant-première. Et puis le tout dernier, du coup, c'est Le Canard de Wittgenstein. Alors ce canard, on l'a confié à Loïc Gomme. Loïc Gomme, il a fait comme album notamment Conte au carré, qui est sorti aux éditions Thierry Magnier. Ce qui nous plaît beaucoup aussi, c'est qu'il participe au fanzine Cuistax, qui est un fanzine pour enfants, un fanzine belge pour enfants, qui est imprimé en risographie, où du coup, il a voilà, on voyait, c'était la couverture que je montrais, c'est une couverture justement qu'il a réalisée. Et donc le canard de Wittgenstein, le principe, là, si on regarde bien la couverture, c'est que ce canard, en fait, avec 2 points de vue différents, si on lui fait faire un quart de tour, il devient un lapin, en fait. Et du coup, tout
toute l'histoire joue sur cette dualité en fait dans les illustrations. Et donc, pour montrer que suivant le point de vue qu'on a, chacun, on a aussi un regard différent sur les éléments. Et du coup, il y avait voilà, toute cette contrainte graphique qui permettait de montrer ces différents points de vue. Et puis, bien entendu, on est en train de concevoir une exposition autour de Philonimo qui va réunir ces 6 livres. Et on va accompagner d'ateliers. Du coup, pour la sortie des 2 premiers, ça se passait à la librairie Le Montant-l'Air à Paris. Et du coup, on avait fait des ateliers gravure avec Cécile. Là, on peut voir un atelier qu'elle a fait la semaine dernière dans une médiathèque à Reims, autour de la gravure pointe sèche. Et voilà, c'est un petit peu les choses. J'ai une question qui est intéressante, est-ce que tu sais si déjà des professionnels de l'enfance ont sont appropriés la collection avec les enfants? Oui, tout à fait, parce que ce dont on s'est aperçu, c'est qu'il y avait beaucoup d'ateliers philo qui sont mis en place en ce moment, qui sont en train de se mettre en place ou déjà mis en place dans les médiathèques. Donc c'est vrai que c'est des outils qui ont été utilisés, notamment au Havre. Pendant notre exposition, il y avait en parallèle des ateliers philo, et je sais qu'on a eu beaucoup de retours sur ça. Ouais. Bon. C'est une bonne nouvelle. En tout cas, j'arrivais à la fin de la présentation, là, voilà, juste pour dire sur le site, donc il y a tous ces éléments qui sont visibles. Mais voilà, j'ai tout dit voilà. Merci, tu nous as dit beaucoup de choses et tu nous as quand même beaucoup parlé de médiation en parlant exposition, atelier. Et j'ai envie de revenir vers Émilie et Camille parce que je crois que vous aussi vous en faites. Alors Émilie, moi je me souviens d'un atelier où on fabriquait un herbier, mais tu as peut-être, tu peux peut-être nous parler de ce que tu proposes actuellement. En fait, de manière générale, chaque livre a sa rencontre graphique atelier. C'est logique. C'est-à-dire qu'il y a une possibilité de création. Alors, ça peut être autant au tout public carrément au sein d'une classe. Donc, ça, c'est vraiment la chose clé en main. Donc, la base, c'est le livre. Après, on extrapole et les enfants en prennent possession. Et je travaille essentiellement avec le papier découpé, justement pour retrouver... parce que moi je ne travaille pas du tout comme ça, ma manière de travailler est complètement informatique et du coup je ne peux pas faire découvrir ma technique aux enfants. Mais le papier découpé, c'est ce qui finalement s'en rapproche le plus parce que là au moins je leur fais découvrir l'aplat, la couleur, les contrastes, etc. Et du coup il y a cette partie-là et je fais aussi énormément de rencontres, mais des fois il faut venir, où je viens même plusieurs fois. Et ça peut être une création, une grande fresque, ça peut être un livre. En fait, il y a autant de rencontres, autant d'enseignants, de bibliothécaires rencontrés, autant de projets différents. Ça aussi, moi, j'ai un site internet où on voit pas mal aussi de mes expositions, beaucoup d'expositions. D'ailleurs, je rejoins aussi Olivier parce que j'ai un jeu aussi à Tinqueux. Avec quelqu'un qui travaillait autrefois à Tinqueux, on a continué une collection de jeux que moi je propose aussi à mon tour à la location. Et c'est pareil, la contrainte d'avoir du dessin entre guillemets informatique. Je n'expose jamais d'originaux, mais toujours des modules, on appelle ça des modules ludiques. C'est-à-dire c'est pour permettre à l'enfant de s'approprier l'histoire, les personnages, tout en jouant. Et puis peut-être, je me dis toujours que cette approche-là va le faire aller vers le livre. Et c'est une approche aussi en douceur vers le livre. Donc moi aussi, comme Olivier, on est un peu dans le même processus de passer par l'expo ludique, les rencontres au maximum, aller au-devant des enfants, leur faire explorer nos univers. Donc maintenant, dès que tu penses à un projet, tu ne penses pas seulement album, mais tu penses à tout un univers. Alors oui, je pense... Non, j'ai pas dit ça, presque. Mais on va dire, mon univers, il est quand même là, il est global, il est sur la nature. Quand je fais des rencontres, c'est pas que de l'atelier, c'est essentiellement aussi de l'échange. Je parle beaucoup d'écologie. Le but, il est pas que de parler du métier, mais aussi du sujet. Le sujet, voilà, c'est la nature chez moi, donc j'y reviens souvent. Et effectivement, non, je peux pas dire que je pense à l'exposition ou à l'atelier quand je fais le livre. Je fais le livre parce que j'en ai envie, parce que j'ai une idée derrière la tête. Mais après, j'aime bien imaginer ce qui peut y aller autour. Mais généralement, ça arrive après. Mais je trouve toujours quelque chose. Mais le but, toujours, c'est quand même de rentrer dans une explication, dans une pédagogie de la nature. Il y a même des livres qui m'ont été inspirés de mes rencontres avec les enfants. Il y a des fois, on discute et je vois une lacune. C'est un peu bizarre, mais les lacunes m'inspirent énormément. Je me dis, tiens, ils savent pas ça à cet âge-là. Je vais faire un livre où ils vont apprendre ces choses-là dans ce livre-là. Voilà.
Mais en tant que médiateur du livre, merci beaucoup, parce que tout ça, ça nous aide vraiment dans notre travail au quotidien. Ouais, Camille, on est polyvalent. ouais, c'est super. On est un peu tous polyvalents dans ce milieu. Camille, je crois que toi aussi, tu proposes un atelier qui est noir sur blanc, c'est ça? Parce que Oui, alors c'est en rapport avec la technique de ours. Non. un peu, c'est ma maniaquerie des petits traits. Donc, je propose des. En fait, c'est parti surtout au début avec l'album que j'avais fait, avec le premier album que j'ai fait avec le Père Fouettard. Et comme on n'est que en graphisme blanc sur fond foncé, presque noir, c'est quelque chose que j'aime bien travailler avec les enfants parce que si on a possibilité d'avoir le matériel justement de dessiner en blanc sur noir, bah juste ça, c'est pas forcément quelque chose qu'on fait souvent. Du coup, voilà, j'aime bien voir leur tête quand ils sont très contents de ce qu'ils ont fait parce que le contraste inversé leur a plu, quoi. Mais sinon, oui, on travaille tout ce qui est graphisme parce que j'ai repris ce phénomène dans Ours de faire tous les animaux justement avec juste des petits traits il n'y a pas de contour, il n'y a pas vraiment de dessin, c'est juste le pelage qui fait apparaître les animaux. Ce qui permet d'ailleurs dans Ours, ce qui est différent dans Loupiote, c'est que dans Ours, il n'y a que les animaux qui sont représentés comme ça, ce qui leur donne vraiment un côté un peu fantomatique quand ils traversent le paysage, comme si ils appartenaient pas tout à fait au paysage, et ce qui permet qu'ils disparaissent aussi ou qu'ils apparaissent. Ça me permettait plein de jeux comme ça, et notamment quand ils traversent tout un grand paysage qu'on voit un peu dans la couve d'ailleurs, avec des villes qui apparaissent, parce que le paysage maintenant, si on prend en grande vue, il y a souvent une route ou quelque chose comme ça. Et donc on a ces petits esprits fantomatiques qui se baladent. J'aimais bien. Mais donc oui, on travaille ça avec les enfants. Ce qui est sympa, c'est qu'en fonction de leur âge, on peut vraiment adapter à faire quelque chose de très simple s'ils sont petits, à des formes beaucoup plus complexes et un graphisme beaucoup plus soigné s'ils sont grands, voire adultes, parce que j'ai déjà fait des ateliers en médiathèque avec des adultes et c'est les plus concentrés. Du coup, je ne sers plus à grand-chose parce qu'ils sont très concentrés sur leur dessin et moi, j'arrive en demandant s'ils ont besoin d'aide, mais ils n'ont pas besoin d'aide. Ils s'en sortent très bien. Tu voulais rajouter autre chose, Olivier, sur la médiation en général? Est-ce que, enfin voilà, on a compris que ça faisait partie de votre travail. Nous, ça fait vraiment un tout, comme je montrais avec les expos et du coup les ateliers, effectivement. Et puis parfois, c'est vrai que ça peut être le jeu d'artiste qui amène un livre. Enfin, tout est lié en fait dans notre création. Ouais. Bon. Vous vouliez peut-être intervenir les uns sur le travail des autres aussi. Vous avez peut-être des choses parce que vous avez bien respecté les temps de parole de chacun, mais vous avez peut-être aussi vous des questions. C'est pas une question, c'est qu'en fait, je ne connaissais pas ton travail, Camille, et là, je vois les ours, c'est magnifique, ça me donne trop envie de découvrir le livre, et c'est surtout, ça m'a fait sursauter parce que mon dernier s'appelle quand même La Maison de l'ours, et regarde. Oui. Ah oui. Je dis, ah tiens. Décidément, entre l'Access où on sort en même temps, va voir qu'on se rencontre. Mais il paraît qu'en plus, c'est l'année de l'ours parce que mon éditeur a été... Ah ouais, c'est ça, il a pris mon histoire, mais un peu en me disant quand même encore des ours. Et moi, je sais pas pourquoi non plus, parce que j'avais pas fait d'histoire d'ours avant. Celle-là, je l'ai écrite il y a plus de 5 ans. Et c'est juste là où j'ai eu envie de la proposer, parce que c'est un livre très différent. Moi, pour le coup, c'est une première fois que je fais quelque chose qui est plus sur une forme de psychologie et de réflexion sur le matérialisme, etc. Ce qui n'est pas du tout mes thématiques d'habitude, mais là, c'est vraiment une thématique plus humaine que j'ai transposée. Et j'avais écrit ça il y a longtemps. Et là, même chez Mémo, pareil, ils m'ont dit « Ah, bah décidément, parce qu'il y a Gaïa aussi chez Mémo qui sort un livre avec un ours. » Et c'est vrai que j'ai vu plein de couvertures avec des ours. On ne s'est pas concerté, pourtant. C'est amusant. C'est le côté caverne de ce qu'on vit en ce moment, peut-être. Oui, je sais pas. C'est vrai que le Père Fouettard aussi a sorti. Ils ont eu aussi un ours de Guillaume. De Jérôme Perra. Non, Jérôme Perra et Adèle Tariel qui ont sorti un ours blanc aussi qui est très chouette. Donc oui, c'est l'année des ours, mais c'était vraiment pas concerté. Bah oui, il y a des hasards comme ça. Des ours et des fonds marins en plus. Parce que vos deuxièmes... Non, c'était l'année dernière les ours. Maintenant, c'est. Oui, là c'est. Son livre devait sortir l'année dernière, mais là c'est les. Ouais, apparemment c'est la mer. On n'a pas fait exprès non plus. Bon, Olivier, ça t'inspire?
Oui, les fonds marins, nous on a fait l'exposition Une saison graphique au Havre, on a fait sur le thème des fonds marins, nous on a fait ça. Ouais. Et puis l'ours, on a notre ours Dans un, aussi deux, trois banquises. avec un 2-3 banquises chez Memo, ouais. Oui. L'ours blanc On a sur vu. la banquise. Ah, le fameux ours blanc sur fond blanc, donc. Voilà, également, ça m'a parlé. Je crois qu'il y a peut-être aussi cette influence, réchauffement climatique, ours, ça fait un cheminement. C'est dur d'y échapper, parce que même moi, au départ, de partir d'un ours blanc, parce que c'était ma petite blague à moi-même de dessiner un ours blanc sur fond blanc, mais on ne peut pas faire un livre avec un ours blanc aujourd'hui sans que ça ait effectivement un rapport avec l'écologie. Donc on en profite pour en parler. Ah voilà, donc il est beige sur fond blanc, t'as choisi. Ouais, moi je l'ai fait beige, ouais. C'est vrai que des fois c'est un petit peu crasseux. C'est vrai. En tous les cas, un grand merci à tous les trois. Alors je vois dans les commentaires des gens qui disent mais comment on va choisir entre tous ces beaux albums ? Écoutez, ne choisissez pas, prenez-les tous. En tous les cas, vous pouvez y aller régulièrement jusqu'au mois d'avril. À partir, je crois qu'il y en a un qui sort demain, même de tous les albums dont on a parlé. C'est les Cerveau sous l'eau, paraît demain. Voilà, et après ça s'étale jusqu'au mois d'avril. Merci d'avoir accepté cette rencontre parce qu'avec ces contraintes techniques, c'est pas évident. Mais d'accord. Mais vous, alors je sais pas s'il y a des questions sur le chat avant quand même qu'on quitte. Parce que j'ai du mal à tout voir en même temps. Pour tenter votre chance. Alors là, on fait gagner le. Oui, il est superbe. Donc après, il y aura une autre table ronde. Vous voulez profiter quand même un dernier mot tous les trois ? Parce que je vous avais briefé sur le temps faire court, mais... Ouais. Si tu veux, j'espère, je croise les doigts et que, parce qu'en plus on a des livres qui sortent en même temps, ça que je vais pas porter à poisse, mais l'année dernière, premier confinement, j'avais un livre qui est sorti, deuxième confinement, un autre livre, donc j'aimerais bien que là, les livres ne sortent pas dans des confinements potentiels, parce que ça ralentit un petit peu les ventes malgré tout, même si là c'est génial parce que les gens continuent d'acheter beaucoup de livres et il y a même presque post-confinement une espèce de vengeance et de boulimie de livres, donc ça c'est chouette, mais c'est vrai que c'est un peu flippant en fait de voir son livre sortir mais pas être accessible. Je sais pas comment vous l'avez vécu. Vous avez eu des livres qui sont sortis, Olivier et Camille, pendant cette période. Moi, il a été repoussé. Oui, toi d'un an carrément. Ouais. Moi, ils ont gardé la sortie, mais à chaque fois, comment ça va se passer ? Ah oui, toi un an. Nous, les Philonimo, ils auraient dû sortir en mai dernier, mais on a du coup jonglé avec les dates. On a sorti à la rentrée. En fait, ça a été. On n'a pas arrêté de changer les dates pour trouver la meilleure période, et puis finalement, on étale les sorties aussi sur cette année, en espérant aussi. Mais du coup, le fait d'étaler tes sorties, est-ce que ça veut dire qu'il y a des projets que tu as carrément abandonnés ? Non, ou que tu n'as pas fait, ou juste tu détales ? Il y a d'autres projets, mais c'est bien, on a plus de temps pour les faire bien. On est content. Non, mais tant mieux, mais j'ai l'impression qu'il y a chez quelques éditeurs, alors je ne sais pas si vous êtes concernés, Émilie et Camille, mais où justement, comme tout a été repoussé, certains projets, on a dit, on laisse tomber. Ça vous est... Non, moi pas. Non plus. Après, moi, je pense que ça va être plus compliqué pour ceux qui débutent vraiment, en fait. Où là, on va pouvoir les reporter un petit peu plus ad aeternam, on va dire, parce qu'il y a les sorties prévues avec des auteurs suivis qui ont... Voilà, par exemple, moi, chez Mimo, de manière générale, j'en ai au minimum 2 qui sortent par an. Et donc ça, je sais que ça va être maintenu. Donc, mais pour me maintenir moi, il y en a peut-être effectivement qui arrivaient, qui n'étaient pas vraiment projetés dans l'année, qui vont peut-être passer une année après, etc. Et oui, ça c'est possible. En fait, dans cette période, il vaut mieux être déjà un petit peu installé, parce que quand tu débutes, je pense que ça doit vraiment être très très difficile. Et puis nous, en tant qu'éditeur, en tout cas, nous, on a un programme qui reste très raisonnable, donc on peut facilement redécaler, c'est très souple aussi. On n'a pas un programme qui est tellement dense que si on décale, on est obligé de tout définir. Donc on n'a pas les problématiques qu'ont les gros éditeurs, on est beaucoup plus souple en tout cas. Oui, parce que quand, par exemple, chez les éditeurs, c'est programmé très longtemps à l'avance, la place est prise chez l'imprimeur, ils peuvent pas déroger en fait. C'est vraiment de la contrainte technique.
Mais Ah, le non, mais visiteur. c'est vrai que c'est vrai qu'on se pose ces questions de l'extérieur. Est-ce que ça change, voilà, que ça change tout pour vous? Par contre, on a l'impression quand même que tous ces enfants qui ont été devant des écrans pendant plusieurs mois reprennent plaisir, pour ceux qui avaient perdu, au contact du livre. Et ça, je trouve que c'est plutôt positif. On le voit en parlant aux libraires jeunesse, donc il n'y a aucune raison que toutes ces belles sorties ne trouvent pas leur public. Oui, a priori, c'est ce que je disais. Ça a l'air de continuer à quand même fonctionner, en tout cas à ce niveau-là. Les gens n'ont pas abandonné les librairies du tout. Oui, Non, et nous, puis- ça Vas-y, marche vas-y. très bien. Enfin, nous, la sortie des Philonimo, on les a sortis en septembre. Ils arrivent déjà à épuisement, donc il y a eu vraiment une belle vague. Les libraires, nous disent que ça a bien marché. En tout cas, les gens lisent beaucoup en ce moment, donc c'est très positif pour nous, en tout cas. Oui, finalement, la seule grosse différence qu'on a, je pense, en tant qu'auteur, illustrateur, etc., c'est justement tout ce qu'on a parlé, les fameux ateliers, expositions, déplacements. Du coup, on en a tous eu, je pense, beaucoup d'annulés, et c'est extrêmement compliqué de les maintenir. On ne sait pas. Là, je viens d'apprendre que le Salon de Vivre de Villeurbanne est décalé au mois de juin. Et après, c'est compliqué parce qu'on avait prévu mars, ça se retrouve en juin. Si tout le monde décale, ça fait un bazar pas possible, et on ne sait jamais à l'avance si on va pouvoir faire nos interventions. C'est là la grosse différence, je pense, pour nous. Oui, alors oui, c'est vrai que le grand public le sait pas, mais c'est vraiment important. Vous faites le suivi de vos livres, et puis c'est aussi pour certains c'est ce qui Une vous grosse permet de source de vivre. revenus. Je cherchais le moyen de le Oui, dire. une grosse ressource, ouais. Voilà, Tout à et donc fait. c'est vrai que c'est très compliqué. En même temps, là, nous, on a des salons en Grand Est qui ont décalé aussi. Je pense à Metz, qui a lieu normalement au mois d'avril. Je crois que ça va se faire en juin aussi. Mais c'est vrai que c'est compliqué en tant qu'organisateur de maintenir les événements, parce que il faut prévoir tout ce qui est sanitaire, le nombre de personnes, la rentabilité aussi pour nos amis libraires, parce que commander 20 000 ouvrages, et puis si la veille on fait un confinement comme ça et qu'on est obligé de payer tous les retours et qu'on n'a rien vendu, c'est dramatique. Et le but des organisateurs de salons, c'est de soutenir les libraires et pas de les enfoncer. Mais oui, donc c'est vrai que c'est très compliqué pour tout le monde, mais bon, on espère que c'est le bout du tunnel. On regarde l'été avec beaucoup d'impatience. En tous les cas, vraiment un grand merci à vous trois. Alors, je voulais quand même vous dire, j'ai vu passer quelque part un petit message, c'était merci à tous les trois, j'aime vraiment votre travail, quelle chance d'être enfant aujourd'hui. Je vous propose de finir, c'est bien de finir là-dessus. Et puis après un petit entracte de 15 minutes, vous retrouverez la prochaine table ronde sur les romans jeunesse, qui sera, j'en suis sûre, passionnante. Encore merci à tous les trois. Merci à vous pour pour l'invitation. l'organisation. Ouais.